Abidjan le 23 juin 2014. Le président de la République du Ghana, John Dramani Mahama, est arrivé ce soir à Abidjan. Il a été accueilli par le ministre d'État Ahmed Bakayoko. Le président en exercice de la CEDEAO a ensuite eu un tête-à-tête avec son homologue ivoirien Alassane Ouattara au palais présidentiel. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a reçu une délégation du Conseil supérieur des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire. Les échanges ont porté sur le nouveau projet de loi portant création et organisation d'un statut de la chefferie traditionnelle dans le pays. Pour lutter contre la piraterie maritime, le gouvernement ivoirien prend le taureau par les cornes. 40 bateaux patrouilleurs sont attendus en vue de sécuriser les eaux. Le premier patrouilleur RPB de 33 mètres de long est déjà là. Une cérémonie a été organisée ce lundi pour marquer la remise de l'engin. Et puis, le secrétaire d'État américain John Kerry a effectué aujourd'hui une visite surprise à Bagdad où il a plaidé pour l'union face aux extrémistes de l'EIIL et promis un soutien intense et durable des États-Unis à l'Irak. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur RTI 1. Et le mondial au Brésil, bien sûr, se poursuit. Dans le groupe B, se sont affrontés cet après-midi la Hollande qui l'a emporté sur le Chili 2-0. Au même moment, l'Australie s'inclinait devant l'Espagne 3-0. Et il y a quelques instants seulement, le groupe A a enregistré sa troisième journée avec les oppositions Brésil-Cameroun 4-1 et Croatie-Mexique 3-1. Le président de la République du Ghana, John Dramani Mahama, par ailleurs président en exercice de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO, est arrivé ce lundi à Abidjan. Le président ghanéen a été accueilli, vous le voyez sur ces images, à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny à 18h30 par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Aussitôt arrivé dans la capitale économique ivoirienne, le président en exercice de la CEDEAO a par la suite eu un tête-à-tête avec son homologue ivoirien, Alassane Ouattara, au palais présidentiel. En toile de fond, la Guinée-Bissau et plus généralement la sous-région ouest africaine. Viviane Haïm. La cérémonie d'investiture ce lundi du président nouvellement élu de la République de Guinée-Bissau, le président en exercice de la CEDEAO, le chef de l'État ghanéen John Dramani Mahama, est venu rencontrer le président de la République Alassane Ouattara pour le féliciter une nouvelle fois pour la manière dont il a conduit en qualité de président de la CEDEAO la gestion de la crise en Guinée-Bissau et qui a abouti au rétablissement de la constitutionnalité dans ce pays ainsi qu'à son retour au sein de la communauté des nations. Le président en exercice de la CEDEAO, John Dramani Mahama, a livré des impressions très favorables sur la reprise de la Guinée-Bissau. Il est venu voir le président pour lui dire que ça a été une excellente cérémonie et le remercier parce que le président de la République a beaucoup œuvré au règlement de la crise en Guinée-Bissau pendant sa présidence de la CEDEAO. Il a également dit qu'ils ont évoqué des questions bilatérales et la situation au Mali. Sensible à cette marque de considération, le président de la République, Alassane Ouattara, a remercié le président en exercice de l'organisation régionale. Je voudrais dire au président que nous sommes très honorés de cette amitié et je suis particulièrement sensible au fait qu'il ait pris le temps de venir nous saluer. Merci, Monsieur le Président. Thank you very much. Une escale pour un entretien avec son devancier, le président ghanéen a regagné son pays. Pour lutter contre la piraterie maritime, le gouvernement ivoirien prend le taureau par les cornes. 40 bateaux patrouilleurs sont attendus en vue de sécuriser les eaux. Le premier patrouilleur RPB de 33 mètres de long est déjà là. Une cérémonie a été organisée ce lundi pour marquer la remise de l'engin à la Marine nationale. Remise qui a eu lieu dans les locaux de la Marine nationale sous les yeux du ministre chargé de la Défense, Paul Kofi Kofi. Le compte-rendu d'Awa Sissé et Hamza Diaby. Construit en matériaux composites, verre résine renforcé, gage de solidité et de confort, intérieur impeccable avec des locaux de travail et des postes impressionnants. Avec ses deux moteurs diesel de plus de 1100 chevaux et ses deux générateurs, voici le patrouilleur RPB 33 avec un équipage de 17 personnes. Il sera doté d'un canon de 20 mm à l'avant et deux mitrailleurs de 12,7 mm à l'arrière. C'est l'Émergence, le tout nouveau navire de guerre offert par l'État de Côte d'Ivoire à la Marine nationale. Je voudrais exprimer notre infinie gratitude et notre sincère reconnaissance pour le navire
que vous venez de mettre à notre disposition et qui va nous permettre de reprendre la mer et d'accomplir nos missions, notamment dans le cadre de l'action d'État en mer. Réalisé à Quimper en France, l'émergence a appareillé de l'Orient le 3 juin dernier. Il est arrivé et a accosté ce jour. C'est la tête de série d'une commande globale faite par la Côte d'Ivoire qui viendra conférer à la Marine nationale l'étoffe et l'élan nouveau recherchés par le président Alassane Ouattara. Depuis plusieurs années, la Marine nationale ne disposait plus de moyens de présence et d'intervention sur les eaux maritimes et fluvio-lagunaires. Pour combler cette carence et doter notre marine nationale des capacités nécessaires pour faire face aux nombreuses menaces, que le chef de l'État a autorisé un projet visant à équiper cette force. La livraison de ce patrouilleur est par ailleurs accompagnée d'une prestation complémentaire de formation sur une durée d'1 mois afin d'approfondir les enseignements déjà livrés à l'équipage. Pour compléter cet achat, la France offre du matériel d'une valeur de 20 millions de francs CFA pour que le navire soit immédiatement opérationnel. Le ministre chargé de la Défense, Paul Kofi Kofi, a aussi procédé à Grabo, localité située dans le département de Tabou, au lancement du projet pilote de Grabo pour la sécurisation de la frontière ouest du pays. J'ajoute que ce sont au total 9 grands projets qui verront le jour dans 3 mois. L'objectif du gouvernement étant d'apporter des solutions définitives aux attaques perpétrées par des bandes armées dans cette partie du pays. Abou Sanogo. Tambour, parleur et danse guerrière à l'accueil du ministre chargé de la Défense Paul Kofi Kofi à Grabo, localité située dans le département de Tabou. Paul Kofi Kofi s'y est rendu pour procéder au lancement des travaux du projet pilote de Grabo pour la sécurisation de la frontière ouest. Il s'agit d'un projet multisectoriel d'urgence qui intègre les dimensions militaires et civiles. Il permettra à l'État de jouer son rôle de protecteur des personnes et des biens en garantissant la sécurité de la zone de Grabo. Selon le ministre chargé de la Défense, la mise en œuvre de ce projet vise à éviter les incursions des miliciens, mercenaires et bandes armées, à réduire le trafic de tout genre et la criminalité transfrontalière et à améliorer la relation armée-nation. D'ici quelques mois, Grabo va changer complètement le visage et avec la sécurité de la frontière. Nous ne le faisons pas seulement pour la Côte d'Ivoire, nous le faisons aussi pour les populations qui sont là. Vous savez qu'un des éléments essentiels dans la sécurité, c'est le renseignement. Et ces populations doivent nous apporter les informations nécessaires pour permettre à nos hommes d'être opérationnels. 9 projets vont voir le jour dans quelques mois à Grabo. Entre autres, l'installation d'une unité des forces républicaines de Côte d'Ivoire, la reconstruction et l'équipement de la brigade de gendarmerie, la construction et l'équipement du commissariat de police, la réalisation d'un centre de santé entièrement équipé, y compris l'ambulance, la construction d'écoles primaires et maternelles et l'électrification des fêtes et villages par l'énergie solaire. Les populations s'engagent à soutenir les actions de sécurisation de leur localité par le gouvernement. Vraiment, on est content et on va soutenir toujours les militaires. Nous en profitons pour dire merci au président de la République qui fait de ce projet de sécurisation dans la zone de Grabo un projet pilote. Nous, les cadres, nous, les populations, nous pensons accompagner ce projet-là. Les travaux seront réalisés sur une période de 3 mois. Ils pourraient s'étendre à l'ensemble de la frontière ouest. Deuxième titre de ce 20h, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, a reçu une délégation du Conseil supérieur des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire. Les échanges ont porté sur le nouveau projet de loi portant création et organisation d'un statut de la chefferie traditionnelle dans le pays. Les détails avec Abou Sanogo. Une délégation du Conseil supérieur des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire reçue par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko. Les échanges ont essentiellement porté sur le nouveau projet de loi portant création et organisation d'un statut de la chefferie traditionnelle en Côte d'Ivoire. Le Conseil supérieur des rois et chefs traditionnels dit être venu rendre compte de sa participation à l'élaboration de ce projet de loi. Une promesse de campagne du président de la République, Alassane Ouattara. En prélude donc au passage du ministre d'État Ahmed Bakayoko devant les députés le 26 juin prochain à l'Assemblée nationale, les têtes couronnées ont indiqué qu'elles l'accompagneront à l'hémicycle pour exprimer leur parfaite adhésion au nouveau projet de loi. Il nous a donné beaucoup de considération pour avoir notre avis pour qu'on soit sur la même longueur d'onde avant d'aller à l'Assemblée. Ça a été pour nous un plaisir, on a pu nous mettre en accord, on a pu conjuguer nos points de vue
Et c'est vraiment un travail qui nous a plu. Et nous tenons à dire merci. Merci, nous pensons que ce statut va sublimer le rôle des chefs traditionnels. Avant cette rencontre, Ahmed Bakayoko a échangé avec plusieurs délégations de chefs traditionnels des différentes régions de la Côte d'Ivoire. Ce lundi, la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida était face à la Commission des affaires culturelles et sociales du Parlement. Raymond Goudou Kofi a obtenu l'adoption du projet de loi portant régime de la prévention, de protection et de répression en matière de lutte contre le VIH-Sida, un cadre pour le renforcement du cadre juridique de lutte contre la pandémie du siècle. Broléon. Environ 6 heures d'horloge, soit de 11h à 16h30 pour adopter en commission le projet de loi visant à renforcer la lutte contre le VIH et le sida. C'est que la maladie et son virus constituent un problème de santé publique pour leur fort taux de prévalence, 3,7 personnes infectées sur 100 pour un total de 440 000 malades, 39 000 décès et 430 000 orphelins en 2012. Les députés voulaient donc en savoir davantage sur les mesures de prévention, la protection offerte aux personnes vivant avec le virus et aux malades du sida. Des préoccupations sur lesquelles il a fallu au ministre en charge de la Santé d'apporter des précisions. Raymond Goudou Kofi s'est aussi livré à l'exercice du bilan sur la lutte contre la pandémie du siècle, comme pour expliquer l'opportunité de son projet de loi. La Côte d'Ivoire est passée de 4,7 à 3,7 en 2012. Donc ça veut dire que nous avançons. Et les objectifs aujourd'hui pour arriver à éradiquer donc le VIH s'accompagnent de zéro stigmatisation, de zéro nouvelles infections et surtout de zéro décès. Il était important de protéger, n'est-ce pas, les personnes vivant avec le VIH-Sida, simplement parce qu'elles font l'objet de stigmatisation. En 56 articles, ce projet de loi fait du dépistage un acte volontaire systématiquement proposé à la femme enceinte et aux futurs époux. Il prévoit également des sanctions contre toute personne se sachant porteuse du virus et qui le transmet expressément et donne droit à l'employé dépisté séropositif d'être maintenu par son employeur dans la société. Voilà une journée à travers laquelle la communauté internationale s'engage à accorder une attention particulière à la situation des veuves dans le monde. Aujourd'hui, 23 juin 2014, est commémorée la journée mondiale des veuves, une journée justement pour instituer, par une résolution présentée par le Gabon et adoptée par consensus lors de l'Assemblée générale des Nations unies en décembre 2010. Le but est de sensibiliser l'opinion en vue d'une meilleure condition de vie pour les veuves. Le message du gouvernement ivoirien dans le reportage de Gabriel Zani. Dans la plupart des pays du monde, lorsqu'une femme perd son mari, elle perd aussi ses droits. En Côte d'Ivoire, de nombreuses veuves sont privées du droit d'hériter et des droits fonciers dans certains groupes ethniques. Dépouillées de tout, les veuves n'arrivent plus à subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs enfants. Afin d'accorder une attention particulière à la situation des veuves, l'Assemblée générale des Nations unies a proclamé le 23 juin Journée internationale des veuves. Le gouvernement pense à vous et à vos enfants. Le gouvernement veille également à vous assurer, à vous et à vos enfants, la sécurité contre l'exclusion, la marginalisation et le libre accès aux biens laissés par vos époux décédés. La pauvreté des veuves est très vite aggravée par un accès limité à d'autres ressources économiques et au manque d'éducation. Le Parlement ivoirien a adopté cette année une loi en faveur des veuves. Le gouvernement de Côte d'Ivoire a fait adopter un projet de loi portant statut de pupille de la nation qui a récemment été voté par l'Assemblée nationale. Des milliers de veuves sont reniées par leurs familles et privées de logement, ce qui les pousse à chercher un travail dans le secteur informel. Le mariage précoce des filles à des hommes beaucoup plus vieux est aussi l'une des causes du veuvage. Ce lundi 23 juin, à la faveur de la Journée internationale de la veuve, la ministre de la Solidarité, Anne-Désirée Ouloto, a appelé les populations à mettre fin à la discrimination juridique et sociale des veuves. Nombre de ces veuves vivent dans la précarité après le décès de leur époux. Certaines sont victimes d'atrocités et parfois dépourvues de tous leurs biens.
Le constat, les réalités de ces femmes qui ont perdu leur époux, c'est un sujet de Moussa Konaté commenté par Mamadou Kwasi. Seule face à son destin, la vie ne semble pas sourire à Dame Djeneba, veuve depuis 7 ans. Cette mère de 6 enfants survit comme elle peut avec le commerce de gombo. Sa principale activité dans son quartier, Kennedy, dans la commune d'Abobo. Depuis le décès de mon mari, la vie n'est pas facile pour moi. C'est mon petit commerce que je fais pour avoir à manger. Aussi avec ce que mes enfants me donnent. Je prie pour que mes enfants réussissent. Elles sont nombreuses à ces femmes qui vivent dans des conditions difficiles après le décès de leur conjoint. Quand mon mari vivait, non, vraiment à ce moment-là, je ne peux pas mentir. Tout ce que je voulais, il me donnait. Depuis mon mari est décédé, il n'y a pas quelqu'un pour m'aider. Souvent privées du droit d'hériter du défunt mari, une situation de grande détresse et pire, aucune protection juridique pour ces veuves. Il n'y a pas de loi spécifique pour les veuves en Côte d'Ivoire. Généralement, quand il y a un décès, les gens viennent et puis ils veulent tout ramasser dans la maison. Et ils veulent même chasser la femme de la maison. Parce qu'ils estiment que c'est par exemple un bien de leur fils ou un bien de leur frère, la femme n'a rien. La situation des veuves, une préoccupation. Le 23 juin, alors déclarée Journée internationale des veuves, une journée instituée par une résolution présentée par le Gabon et adoptée par les Nations Unies en décembre 2010. Objectif, sensibiliser l'opinion sur la situation de précarité des veuves pour une meilleure défense de leurs droits. C'était un commentaire signé Franck Quadio. Il est à Abidjan depuis le 18 juin dernier dans le cadre d'une étude post-conflit. Scott Strauss, spécialiste en études de génocide, violence politique, droits de l'homme et politique africaine, professeur à l'université du Wisconsin, Madison aux États-Unis, retourne dans son pays demain. Avant, il a échangé aujourd'hui avec la coordinatrice du Programme national de cohésion sociale. Les actions et missions du PNCS lui ont été présentées. C'était en présence de Ben Touré et Hugues Beblé. Spécialiste en études de génocide, violence politique, droits de l'homme et politique africaine, le professeur Scott est à Abidjan. L'enseignant en études internationales à l'université de Wisconsin-Madison aux États-Unis, qui veut savoir comment la Côte d'Ivoire surmonte la crise qu'elle a vécue, a rendu visite au Programme national de cohésion sociale PNCS. On espère toujours que les études que nous faisons aident les pays où on fait le travail. J'étais beaucoup impressionné par la volonté des gens de reconstruire le pays et de mettre l'accent sur la question de cohésion sociale, qui est toujours un des défis les plus difficiles à gérer après une crise. L'un des défis majeurs en cette année 2014 pour le PNCS, des élections apaisées en 2015. La présence d'un expert en la matière ici à Abidjan est appréciée. Le Programme national de cohésion sociale est honoré de recevoir un expert en sciences politiques qui a de l'expérience par rapport à certains pays, notamment le Rwanda, le Mali, le Sénégal. Nous voulons qu'il y ait la cohésion sociale. Alors, nous cherchons des gens qui ont de l'expérience pour capitaliser ces expériences en tenant compte de notre spécificité ivoirienne. Le professeur Scott, au cours des échanges qu'il a eus avec Maria Toukone, la coordinatrice du PNCS, s'est imprégné des actions et missions de la structure qu'il a visitée. Présent à Abidjan depuis le 18 juin dernier, le professeur Scott part ce mardi. Le PNCS attend beaucoup du fruit de ses recherches sur le cas de la Côte d'Ivoire. Dans l'actualité politique, le séminaire politique du Rassemblement des Républicains RDR, la rencontre a pour but d'élaborer un plan d'action dont la mise en œuvre devra permettre la réélection du président Ouattara. Pour le secrétaire général du RDR, Amadou Soumaoro, ces assises permettront de communiquer avec les militants sur les grandes orientations politiques et doivent aussi être l'occasion de doter le parti d'un plan de travail pour plus de lisibilité dans les actions du secrétariat général. Le point avec Victorine Yaoyobwe. Depuis quelque temps, des mouvements issus de différentes obédiences politiques encouragent la candidature unique du président Alassane Ouattara au sein du RHDP. Mais pour Amadou Soumaoro, secrétaire général par intérim du RDR, ces bonnes intentions ne suffisent pas. Il faut que cette candidature soit bâtie sur un socle, le Rassemblement des Républicains, le parti d'Alassane Ouattara. D'où ce séminaire du secrétariat général du RDR qui a conduit à l'élaboration d'un plan d'action stratégique ce lundi. Comme action prioritaire, le renouvellement des mandats des structures du parti, la nomination des secrétaires nationaux et la politique des cartes de militants. À l'issue des débats, le programme
ci-dessous a été adopté. Élection des secrétaires départementaux le dimanche 31 août 2014. À cet effet, le séminaire politique a adopté la subdivision du territoire national en 10 zones de supervision du processus électoral pour la circonstance. Élection de la présidente du bureau exécutif national du Rassemblement des femmes républicaines le 18 octobre 2014. Élection du président du bureau exécutif national du Rassemblement des jeunes républicains le 20 septembre 2014. Élection du bureau exécutif national du Rassemblement des enseignants républicains le 6 septembre 2014. Relativement aux nominations des délégués généraux à l'extérieur, le séminaire a décidé de la redynamisation des délégations générales à l'extérieur par le renouvellement du mandat des responsables. L'autre défi du secrétariat général du RDR, la remobilisation des militants. Amadou Soumaoro semble avoir les mots justes car la victoire de 2015 en dépend. Que d'amis, que de frères, que de sœurs qui sont restés sur le tapis de notre combat. Et c'est pour cela que ceux qui ont survécu à ce combat, naturellement, ont aspiré légitimement qu'au jour de la victoire, ils devaient s'attendre à un certain retour. L'heure est venue de tenter de corriger tout cela. Le secrétaire général par intérim du RDR le dira en conclusion, l'heure n'est plus à l'immobilisme au RDR, il est désormais question pour tous les militants de défendre le bilan du premier mandat d'Alassane Ouattara jugé positif pour lui assurer un second en 2015. Dans un autre registre, Danané, à l'instar de bien de villes du pays, a accueilli la journée mondiale du réfugié. À cette cérémonie organisée par le HCR, les réfugiés libériens ont plaidé auprès des autorités pour une intégration durable dans le tissu socio-économique de la Côte d'Ivoire. Faut-il le souligner, Danané a été une zone de transit pour des milliers de réfugiés libériens qui fuyaient la guerre dans leur pays. Thérèse Tapeyobwe. Après la guerre au Libéria, de nombreux réfugiés ont choisi la Côte d'Ivoire comme pays d'accueil. La plupart de ces réfugiés totalisent entre 10 et 20 ans de présence sur le sol ivoirien. Toutefois, la difficulté demeure l'intégration au sein de la société ivoirienne. Afin d'éviter toute forme de vulnérabilité, les réfugiés libériens vivant en Côte d'Ivoire plaident pour une intégration durable. Selon leur porte-parole, l'aide allouée par le HCR se fait rare et leurs familles restent exposées à toute forme de vice. Ils souhaitent donc bénéficier de projets pour assurer leur indépendance sociale. Le choix de Danané pour la célébration de la journée du réfugié n'est pas fortuit. En effet, aux heures chaudes de la guerre du Libéria, plusieurs milliers de Libériens avaient trouvé refuge dans cette ville frontalière. Grâce à l'hospitalité des populations ivoiriennes, plusieurs réfugiés avaient décidé de ne plus jamais retourner chez eux. Aujourd'hui, des milliers de réfugiés libériens vivent encore sur le sol ivoirien. Pour les responsables du Haut Commissariat pour les réfugiés, il faut concentrer les efforts sur les effets dévastateurs de la guerre sur les familles. D'où le thème « Une seule famille déchirée par la guerre, c'est déjà trop ». Le ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des petites et moyennes entreprises remet sur les rails le certificat de provenance. C'est un document administratif délivré à tout commerçant de produits vivriers en vue de lui servir de laissez-passer pour être à l'abri de toute forme de tracasserie. Le nouveau certificat de provenance a été présenté aux commerçants du vivrier ce lundi à la Chambre de commerce et d'industrie au Plateau. Le point avec Juliette Ouéa. S'achemine-t-on vers la fin définitive des tracasseries routières pour les commerçants du vivrier en Côte d'Ivoire? Le ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME relance la question avec le retour du certificat de provenance CP. Ce document officiel, délivré par l'Office d'aide à la commercialisation des produits vivriers, va servir de laissez-passer aux opérateurs économiques du secteur. Mieux, le CP permet aussi de suivre la traçabilité des produits.
Il paye pour un chargement d'une tonne 500 francs. On lui délivre le certificat de provenance qu'il présente au corridor comme étant un laissez-passer. Le ministère de l'Intérieur est en collaboration, en partenariat avec nous sur l'application effective de cette mesure-là. Le paiement du certificat de provenance va s'effectuer dans 3 structures, la Caisse d'épargne et de crédits postaux, le ministère de l'Agriculture et l'Agence nationale d'appui au développement rural. Son coût varie selon le tonnage des produits vivriers. C'est vraiment un bon projet et ça fera que nos produits vont arriver à temps et tout frais sur les marchés s'il n'y a pas de tracasserie. Tel que présenté, je pense que la filière oignon a beaucoup à gagner. Parce que, voyez-vous, nos marchandises viennent du Niger et du Burkina. Et donc déjà avec le certificat de provenance qui est un laissez-passer, je pense que ça pourra vraiment apporter un appui et de bonnes choses, n'est-ce pas, dans notre filière. Pour expérimenter le projet, le ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME décide une période d'observation de 3 mois. Top départ, 1er juillet 2014. L'agence comptable de la dette publique a initié ce lundi la journée bilan des activités des projets cofinancés. Il s'agit pour l'ACDP et ses partenaires dans la Banque mondiale de faire l'état des lieux de ces projets, échange sur les difficultés rencontrées sur le terrain et émettre des pistes de solutions pour améliorer le taux de décaissement sur la contrepartie ivoirienne. Les travaux se sont déroulés à la Caisse Tab au Plateau. Juliette Ouéa. Journée bilan des activités 2013 des projets cofinancés. Des échanges pour renforcer la collaboration entre l'Agence comptable de la dette publique ACDP et ses partenaires, entre autres la Banque mondiale. Des communications sous la forme d'un panel constituent le point clé de la journée. Il s'agit entre autres d'améliorer le taux de décaissement, notamment sur la contrepartie ivoirienne. Le bilan de la gestion 2013 est satisfaisant parce que nous avons pu, au cours de l'année 2013, faire face aux dépenses des prestataires. Nous avons pu les payer régulièrement et l'une des exigences du programme économique de l'État, c'est qu'il ne faut pas accumuler d'arriérés. Il ne faut pas aller au-delà de 90 jours pour payer les prestataires. Les travaux font l'état des lieux de la gestion des projets cofinancés dans divers secteurs, dont l'éducation, les infrastructures routières et la santé. Ils préconisent également des solutions pour améliorer cette gestion. La rencontre s'est achevée avec la visite de plusieurs stands. Les participants se sont imprégnés du circuit de traitement de la dette. Le grand format ce soir s'intéresse au compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire, le COCOFSI, un annuaire de plus de 10 000 femmes compétentes qui, pour le tome 1, sera remis sous peu au chef de l'État. Sa mission, aider à la prise en compte et à la nomination des femmes pour une justice et une équité sociale. Mais déjà, elles ont bénéficié de formations à la chaire UNESCO Eau, Femmes et pouvoir de décision, maître d'œuvre de l'ouvrage. Ces femmes d'ailleurs commencent pour la plupart à en tirer profit. Depuis leur inscription, certaines ont eu leur premier contact avec le monde de l'emploi. D'autres ont vu leur leadership renforcer et leurs horizons élargis, en plus de celles qui ont pu faire de leurs projets et petites activités de véritables entreprises. Le grand format de la rédaction est signé de Fatou Fofana. Elles se sont insérées dans le monde du travail, se sont hissées plus haut, ont découvert une autre façon de concevoir et même de penser, en un mot, devenir des leaders. Elles, ce sont les quelques 10 000 femmes inscrites au compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire. Le compendium des compétences féminines, c'est les meilleures des femmes qui se sont retrouvées dans une base de données dynamique, exploitable à souhait, puisqu'on peut faire beaucoup de manipulations à l'intérieur et qui attend à avoir le premier annuaire des femmes cadres de haut niveau. Ouverture d'esprit, ouverture sur le monde, le compendium a donné l'occasion à des femmes de différents milieux sociaux et de divers horizons de se côtoyer sans complexe et surtout de partager leurs expériences, échecs et réussites. Et quand on arrive là-bas, il n'y a plus de différence. Chacune de nous
a quelque chose à apporter. Quand on rentre à la chaire UNESCO aux femmes et pouvoir de décision, toutes les barrières tombent. Pour être à la tête d'une entreprise, il faut d'abord avoir un mental fort. Et pour avoir ce mental fort-là, il faut échanger les expériences avec certaines personnes qui vous ont déjà dévancé. En plus d'acquérir une maturité et une confiance en soi certaine, il s'agit au compendium d'offrir des opportunités de rencontres et d'affaires, d'ouvrir d'autres voies à des femmes déjà expertes dans leur domaine d'activité. Ça fait 28 ans que j'enseigne, que je suis prof. Je vais passer à autre chose. Au conseil régional où je suis, on m'a confié la commission femmes et développement. Mon président, qui est un homme d'expérience, m'a dit, je veux de l'action, je veux des projets de femmes, propose-moi quelque chose. Je vous assure que j'avais fait le TDR là, mais je ne savais pas ce que j'allais faire. Mais à partir de cette formation, aujourd'hui, je sais ce que je vais faire avec cette commission pour que la région de l'Ifou bénéficie de ce que j'ai eu, ce que j'ai appris au Compédium et à la chaire UNESCO aux femmes et pouvoir de décision. Ça fait 15 ans que je suis médecin, j'ai envie de faire autre chose. J'ai envie de faire autre chose et notamment le vivrier. Au cours de cette formation, on rencontre beaucoup de gens qui sont spécialisés dans toutes sortes de domaines. Donc je sais que je peux rencontrer des dames qui pourront m'aider à rédiger mon projet ou bien qui pourront m'aider à écouler la marchandise. Sortir du précaré, oser, positiver, des notions bien connues des membres de ce réseau de femmes actives. Grâce aux rencontres initiées par les responsables du programme, aux formations reçues et expériences partagées, elles ont vu plus grand et ont eu le courage de faire de leurs projets et petites activités de véritables entreprises. À travers le Compédium, j'ai pu participer à des séminaires qui étaient des séminaires d'échange d'expériences qui m'ont permis, moi, aujourd'hui, de pouvoir avoir une autre idée de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, je me dis que l'échec ne me casse pas le moral, plutôt ça me permet de pouvoir évoluer et de prendre un élan et puis d'aller de l'avant. Et à travers le Compendium, des personnes m'ont contacté pour pouvoir faire des projets pour eux. Et je sais que derrière ces projets-là, forcément, il y a quelque part financièrement quelque chose. Ces formations vraiment m'ont aidé à avoir confiance en moi, à savoir qu'il y avait du potentiel en moi que je pouvais valoriser. Vous savez, le Compendium, il y a près de 10 000 femmes. Et toutes ces femmes sont des clients potentiels. Ce répertoire de femmes aux compétences diverses, issues de différents domaines d'activité, compte également des femmes diplômées sans expérience professionnelle. Il a permis à plus d'une d'avoir un premier contact avec le monde du travail. Pendant la formation, je disais à qui voulait l'entendre, je suis en quête d'emploi, je suis en quête d'avoir... Parce que j'étais en face des femmes qui étaient capables de me trouver une occasion d'emploi. Et j'ai fait 1 mois seulement la chaire UNESCO. Un jour, on m'appelle à la Sogepieux pour un stage. Et je me suis dit que c'est au vu de mon CV, au vu de ce que j'ai fait à la chaire UNESCO, certainement, on voulait tester ce que j'ai appris à la chaire UNESCO. Un réseau semblable à une toile d'araignée qui exploite le système de mentorat, avec donc des mentors et des mentorés. Le Compendium est une base de données en elle-même fonctionnelle et dynamique. Les femmes peuvent donc continuer de s'inscrire ou actualiser en continu leur profil sur le site internet www.compétencesféminines.gouv.ci. Les nouvelles inscrites vont cependant figurer dans les prochaines éditions, vu que le tome 1 est en phase de finalisation. Il va être sous peu présenté au chef de l'État, le commanditaire de l'annuaire. Et l'une des chevilles ouvrières de l'ouvrage, sa conseillère spéciale chargée du genre et des affaires sociales, Madame Jeanne Peumont, œuvre à ce que l'ouvrage réponde aux attentes et remplisse pleinement les objectifs assignés. Pour les prochaines éditions, le Compendium entend s'étendre et soutenir les femmes rurales qui excellent dans leur domaine d'activité. Pour l'heure, son but premier est d'aider le chef de l'État à la prise en compte des femmes, leur recrutement, nomination, promotion professionnelle et représentation dans les instances décisionnelles. Les secteurs où elles sont sous-représentées ont donc été identifiés pour favoriser la prise de mesures correctives pour l'équité et la justice sociale. Monsieur Sorok Igbofori Guillaume, président de l'Assemblée nationale, informe, mesdames et messieurs, les députés que la séance publique initialement prévue le mardi 24 juin 2014 est reportée au lundi 30 juin 2014 à 10 h au palais de l'Assemblée
nationale. On en vient à cette cérémonie de présentation du rapport environnement pays sur la Côte d'Ivoire, présenté à la Banque mondiale ce lundi, un document de 64 pages destiné à assurer la prise en compte des questions environnementales dans le processus de développement. Ce document prend en compte également les effets des derniers développements de la crise sur les ressources naturelles. Grâce Kando. Un référentiel de base pour la promotion du développement durable à travers l'amélioration de la gestion de l'environnement. Ce document de 64 pages présenté à la Banque mondiale prend en compte plusieurs secteurs d'activité et les effets des derniers développements de la crise politique sur les ressources environnementales. C'est une actualisation du rapport produit en 2009 et présenté en 2010. Ce rapport comportait beaucoup de faiblesses au niveau des données. Et donc, avec l'avènement du PND, il y a beaucoup d'orientations qui ont été prises, beaucoup d'efforts institutionnels ont été mis en place. Et donc, ce rapport est bienvenu. Ces analyses contribueront à une plus grande prise en compte des questions environnementales dans les secteurs prioritaires pour le développement économique de la Côte d'Ivoire, notamment l'agriculture, la pêche continentale, l'exploitation forestière, l'exploitation minière et des secteurs urbains. Pour le ministre de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable, ce document, dénommé Analyse environnementale pays AEP, s'articule autour de plusieurs priorités. Ces priorités sont la réhabilitation et la protection durable des ressources naturelles endommagées ou menacées par des activités économiques existantes ou projetées, la mobilisation des ressources naturelles au service du développement économique, notamment à travers la promotion touristique, la création d'emplois dans les aires protégées, le développement de nouvelles exploitations minières. Alain Rémy salue aussi la Banque mondiale qui a accepté d'accompagner financièrement la mise en œuvre de ce document. Il souhaite également que les recommandations soient mises à profit afin d'assurer un développement durable pour la Côte d'Ivoire. À l'étranger, un tribunal égyptien a condamné aujourd'hui à des peines de 7 à 10 ans de prison 3 journalistes d'Al Jazeera accusés de soutien aux frères musulmans. Au rang de ces journalistes, l'Australien Peter Grest. Le verdict a aussitôt suscité une levée de boucliers à l'étranger. Le secrétaire d'État américain John Kerry a effectué aujourd'hui une visite surprise à Bagdad où il a plaidé pour l'union face aux extrémistes de l'EIIL et promis un soutien intense et durable des États-Unis à l'Irak. Les insurgés sunnites consolident leur emprise dans l'ouest du pays, frontalier de la Syrie et de la Jordanie. Ils contrôlent désormais totalement la ville stratégique chiite de Tal Afar, située entre Mossoul et la frontière syrienne. Retour en Côte d'Ivoire, la fête de la musique a été célébrée ici, de jeudi à dimanche dernier. Le concert de clôture de cette 21e édition a eu lieu à Grand Bassam. Le public de Grand Bassam a eu droit à un spectacle animé par de nombreux artistes. À cette célébration, le ministère de la Culture et de la Francophonie avait pour invité spécial l'ambassadeur d'Afrique du Sud en Côte d'Ivoire, qui a communié avec les artistes ivoiriens, Serge Coléa. Plus de 50 artistes ont répondu à l'appel du ministère de la Culture et de la Francophonie. Quoi de plus normal, la fête de la musique, célébrée sans ses principaux acteurs, n'en serait pas une. Invité spécial de ce concert de clôture à Grand Bassam, l'ambassadeur de l'Afrique du Sud en Côte d'Ivoire, son Excellence Laurence Voussi Sindane. Aux côtés du directeur du cabinet du ministère de la Culture et de la Francophonie, Dambélé Fousseni, le diplomate sud-africain, a pu apprécier la vitalité de la musique ivoirienne. Comme vous l'avez constaté, la musique est un outil essentiel pour réunir les gens et pour rassembler les gens. Il s'agit à travers cet événement de démocratiser la musique, de la ramener à son sens originel qui est une activité artistique qui appartient à la cité, à tous les habitants de la cité, aux habitants de toutes les cités. Et donc c'est une occasion pour la culture d'être dans la proximité, dans la vie des populations, à Bassam, à Odiéné, à Gagnoa,
dans toutes les localités de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, plaque tournante de la musique africaine, a une fois de plus mérité sa réputation avec la présence d'artistes venus du continent. Moi, je dis toujours que la musique, c'est la première chose. Vous voyez, ça combine tout le monde et puis ça envoie la paix. En tout cas, moi, ça m'a fait du bien d'être en Côte d'Ivoire. C'est le centre de musique africaine et ils ont prouvé ça par rapport à ce festival. La fête de la musique à Grand Bassam a permis au public de se retremper dans cette ambiance de concert des grands jours. En bref, en image, le mondial au Brésil, après la qualification ce soir de la Hollande, du Chili, du Brésil et du Mexique. La Côte d'Ivoire, elle joue la qualification pour le deuxième tour demain face à la Grèce à Fortaleza. Pour encourager les joueurs, le chef de l'État, Alassane Ouattara, a décidé de payer le double de la prime aux éléphants en cas de victoire contre la Grèce. Dans ce match comptant pour la troisième et dernière journée du groupe C, la rencontre sera bien sûr diffusée sur nos antennes, tous derrière les éléphants qui feront pourquoi pas l'exploit, faut y croire. Et parmi ces fervents supporters qui poussent les éléphants, il y a bien sûr les populations du département de Béoumi qui suivent avec grand intérêt les rencontres de la Coupe du Monde 2014, surtout celles livrées par l'équipe ivoirienne. Et lors de ces rencontres, plusieurs jeunes se retrouvent dans le village de Bourebo, le compte-rendu de Charles Tatou. Bourebo, dans le département de Béoumi, à quelques minutes de la rencontre Côte d'Ivoire-Colombie. Les mouvements des jeunes de ce village, encore non électrifiés. On se croirait à l'époque de l'école télévisuelle où chaque jeudi, dans les villages, les populations rurales avaient droit à suivre les émissions de la RTI dans une des salles de l'établissement primaire. Ici, c'est plutôt le foyer des jeunes qui, pour la circonstance, a été doté d'un écran géant par Kondo Martine, fille du village. Les téléspectateurs de Bourebo ont failli ne pas suivre le match Côte d'Ivoire-Colombie. Nos chefs ont voyagé, donc il a laissé la clé à sa femme. Maintenant, sa femme elle est allée au champ. On est allé prendre les choses. On n'a pas trouvé la femme, donc on a fouillé jusqu'à au dernier moment, on a pu retrouver la clé. C'est ce qui a tardé un peu l'allumage. 10 minutes après, tout est rentré dans l'ordre. Les jeunes ont regagné la salle pour prendre le match en cours. Je suis de Kenedan, je suis à 4 km de Bourebo. Je suis venu sur le match. Les téléspectateurs de Bourebo étaient confiants, mais le suspense se lisait sur leur visage quand nous quittions le village. Le retour de notre équipe de reportage n'a pas été facile. Arrivé au lac à 17h, c'est à 18h30 que nous avons pu avoir accès au bac pour la traversée. Comme pour dire que personne ne voulait se faire compter cette rencontre Côte d'Ivoire-Colombie qui s'est malheureusement soldée par un score de 2-1 en faveur de la Colombie. Pour terminer, je rappelle que le président de la République du Ghana, John Dramani Mahama, par ailleurs président en exercice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO, est arrivé ce lundi à Abidjan. Le président ghanéen a été accueilli à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny à 18h30 par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Il a ensuite eu un entretien, un tête-à-tête avec son homologue ivoirien, le président Alassane Ouattara, en toile de fond, la Guinée-Bissau et plus généralement la sous-région ouest africaine. Monsieur Soro Kigbafori Guillaume, président de l'Assemblée nationale, informe, mesdames et messieurs les députés, que la séance publique initialement prévue le mardi 24 juin 2014 est reportée au lundi 30 juin 2014 à 10h au palais de l'Assemblée nationale. Et c'est sur ce communiqué que nous allons nous quitter. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur la chaîne qui rassemble. À très vite. Bonsoir.